Ok. Bon, bah, du coup, bonjour tout le monde. Comme pour l'autre dernier exposé, l'idée c'est que c'est pas comme une conf, donc si vous voulez interrompre, poser des questions ou quoi, vous n'hésitez pas, hein, c'est le but, c'est ça qui est rigolo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des poumons, et plus précisément, je vais faire un lien entre ce qu'on connaît habituellement des poumons, mais après tout ce qu'il y a à savoir sur la partie mathématique et fractale, et c'est en fait très lié aux poumons. Donc, pour commencer, juste un petit rappel, hein, le poumon, ça fait partie des organes les plus connus, hein. Ici, j'ai montré, je sais pas si vous voyez, si ma souris fait ça, vous voyez les petits ronds apparaître? Non? Ouais, ouais, on voit. Parfait. Donc, il y a, ah, mais je peux même passer en mode pointeur laser. Hop là, je suis passé en mode pointeur laser. Donc, il y a les poumons, le cœur, enfin, les organes qui sont très, très connus, et habituels. Et les poumons représentent une grande partie de la cage thoracique, plusieurs litres dans la cage thoracique. Donc les poumons, c'est comme vous le savez, il y en a 2, hein. Je vais pas détailler la biologie parce que c'est pas le but et c'est pas drôle. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il y a 2 grosses chambres à air qui sont autour, qu'au centre, il y a ce qu'on appelle la trachée, qui va se diviser en 2, puis se rediviser en 2 et ainsi de suite. Et donc ça, c'est ce qui va former la bronche, enfin les bronches après, et ensuite les bronchioles, et ensuite on va descendre dans différents niveaux sur plusieurs générations, ça s'appelle. Donc maintenant, on va faire une petite introduction sur les fractales. Donc c'est joli, hein, j'ai mis plein d'images comme ça. J'ai mis tout en haut à droite les plus basiques, on va dire, avec le flocon de Van Gogh, par exemple. Mais après, il y en a plusieurs. On a la fameuse fractale de Mandelbrot qui est en bas. On a plusieurs différents espaces de Julia. Pour faire une petite explication, les fractales, hein, c'est simplement quelque chose qui est invariant par changement d'échelle. Donc ça veut dire qu'on peut le regarder à différentes échelles. On peut zoomer, 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 et on verra à peu près toujours pareil. Pour faire une rapide introduction, si vous voulez, on pourra en parler rapidement à la fin, hein. Toutes ces fractales-là, eh ben, on dit qu'elles vivent dans l'espace de Julia. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'espace de Julia. L'idée, c'est simplement de regarder des convergences de suite, généralement, et de regarder pour quelle valeur ça converge ou ça diverge. Et on va marquer différemment selon que ça converge ou que ça diverge, ou à partir de quand ça se met à diverger. Et on va le marquer avec une couleur. Et en marquant sur ces couleurs sur un plan complexe, on arrive à observer ce genre de motifs qui sont très jolis. Ça, ce sont les espaces de Julia. Et l'espace de Mandelbrot, qui est celle qui est un peu la plus connue, c'est chaque point de la fractale qui représente une autre fractale. Donc chaque point de la fractale représente des morceaux de l'espace de Julia, si on veut. C'est-à-dire que chaque point va représenter si une autre fractale aurait dû exister. Si une autre fractale aurait pu être connexe ou non connexe. Donc ce qu'on appellera une fractale connexe, c'est qu'elle forme un seul bloc. Non connexe, c'est qu'elle va former plusieurs blocs distincts. Voilà pour aller rapidement. Donc pour l'instant, on a vu un petit peu les fractales, et les fractales, ça s'applique à pas mal de trucs. Et en fait, les fractales, c'est ce qu'on observe partout autour de nous. On a tendance à parler en géométrie euclidienne, tout ça. Mais en réalité, bah, la géométrie fractale offre énormément de choses. Voilà, là, j'ai listé pas mal de domaines d'application qui existent et qui utilisent les fractales. Nous, on va pas parler de tout ça parce que ce serait très long. On va simplement rapidement voir ceux que j'ai pas barrés ici. Donc, j'ai parlé notamment de la biologie avec la répartition des structures des plantes. Je parlerai des plantes. Géologie, on va voir quelques petites cartes, mais très rapidement. Morphologie, médecine, c'est vraiment ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Météorologie, astronomie, donc. Astronomie, bon, bah, je pense que vous le savez, hein, le fait que on peut voir des objets qui tournent autour d'autres objets de façon assez globale à différentes échelles, hein, que ce soit la Lune autour de la Terre autour du Soleil, le Soleil, et ainsi de suite. On peut comme ça dézoomer, on va voir toujours la même chose, on a cette impression, avec la météo, avec les nuages notamment. C'est pour ça que je vous ai réservé quand même quelques petites images mignonnes avant de rentrer dans des domaines un petit peu plus, on va dire, costauds. Donc là, par exemple, vous avez une forêt comme ça, le ciel, et là une mouche qui est posée sur un bout de bois. Et donc là, top question, hein, d'après vous, si je vous demande quelle est la taille de ce nuage, est-ce que vous pensez pouvoir répondre? En l'occurrence, c'est super dur de répondre à ce genre de questions parce que, vous pouvez répondre, hein, si vous voulez m'interrompre, allez-y, hein. Parce que, ce genre de nuage, bah, ça varie pas. En fait, là, j'ai mis un avion ici, et cet avion, donc c'est pas une image que j'ai prise, hein. Cet avion, c'est moi qui l'ai rajouté. En réalité, j'aurais pu mettre cet avion beaucoup plus petit, ça vous aurait pas choqué, comme beaucoup plus grand, ça vous aurait pas choqué.
De même ici, je vous ai dit qu'il y avait une forêt, on voit un arbre au premier plan. En réalité, c'est pas un arbre, c'est un tout petit bonsaï au premier plan, sauf que, bah, vu de près ou comme un gros arbre, c'est exactement pareil. De même, cette mouche sur un morceau de bois qu'on pourrait prendre comme un petit morceau d'écorce, en fait, l'écorce, pareil, c'est invariant selon l'échelle. Ça voudrait dire que si on regarde un arbre qui est très, très gros par rapport à un arbre qui est très, très petit, on va voir pareil et la preuve, c'est qu'en fait, ça, c'est pas un petit bout d'écorce, c'est un arbre un petit peu gros et dessus, j'ai juste posé une mouche, en enlevant la fille qui est en dessous qui vous donnait une échelle sinon. Et en fait, ce genre de fractal, on en observe des tonnes dans la nature. Il y a différentes formes de fractales, différents modèles, on va dire et un des modèles qu'on connaît le plus et qu'on apprécie le plus, c'est les modèles, en arbre. En arbre, c'est des modèles qu'on voit un petit peu partout, notamment lorsqu'on regarde la distribution des rivières. Donc le mot, en arbre, hein, ça vient évidemment de l'image de l'arbre comme ça, où ici ce qu'on voit, c'est une vue d'artiste d'un arbre où il s'est pas embêté à vraiment regarder les racines, hein. Il a juste, copié-collé l'image dans l'autre sens et inversé les couleurs pour faire apparaître des racines. En pratique, le réseau racinaire n'a pas vraiment cette forme. Et si on regarde sur des fleuves, on observe à peu près la même chose, que ce soit des fleuves, des rivières, on va avoir quelque chose qui va être très gros, qui va se déverser dans quelque chose d'un peu moins gros, qui va se déverser dans un petit peu moins gros, et cetera. Par exemple, ici, on est, on est au nord de l'Afrique, il me semble. Pour celui-ci, ici, bah, comme vous le voyez, on est en Amérique du Sud, enfin Amérique, côté Amazonie et on voit exactement ce réseau qui se dessine et qui, quelle que soit l'échelle où on va le regarder, on va voir exactement la même chose. C'est-à-dire, on va voir des embranchements qui vont se diviser, se diviser, se diviser. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on a ce genre d'arbres, une façon de les caractériser, c'est d'oublier la géométrie classique et justement de prendre une géométrie fractale. Et une façon de prendre de la géométrie fractale, c'est de considérer qu'on a un objet qui a une certaine taille, qu'on connaît bien, et cet objet, il va se répéter une infinité de fois ou un nombre fini de fois, mais en tout cas un grand nombre de fois, et on va caractériser seulement le passage d'un objet à un autre. Par exemple, si j'ai un grand tuyau ici dans lequel et maintenant ce que j'ai regardé, c'est quel est le rapport de taille entre le gros et les 2 petits, comme ça. Par exemple, s'il a un certain diamètre, et ben là, on va dire, bah, imaginons que le diamètre est simplement divisé par 2. C'est ce qu'on va appeler un rapport d'homothétie. Une homothétie, c'est une dilatation, tout simplement. N'hésitez pas. Donc si on revient aux poumons, les poumons, ça obéit exactement à ce modèle d'arbre comme ça. Donc par exemple, à gauche, c'est un poumon humain. Donc sur le poumon droit qui est représenté ici, vous avez la partie respiratoire réelle du poumon, donc c'est-à-dire la partie où dedans il y a de l'air, alors que sur la partie gauche, vous avez plutôt le réseau veineux. Donc il n'y a pas d'air, heureusement. Enfin, il y a de l'air, mais il n'est pas sous la forme gazeuse, on va dire comme ça. Il est plutôt dissous dans le sang. Vous avez aussi le réseau artériel, hein. Et ensuite, il y a des poumons qui ne sont pas ceux des hommes, hein. En l'occurrence, en dessous, je vous ai mis un zoom, sur les bronches de cochon et ici sur celle d'un cheval, parce que c'est marrant de voir qu'on a exactement la même chose, donc que tout ce qu'on va dire ici, ça pourrait s'appliquer à d'autres animaux. Évidemment, les valeurs qu'on va déduire ne s'appliqueraient pas puisque l'animal n'a pas la même taille, il n'a pas les mêmes besoins respiratoires et cetera et ça, on va aussi le voir. Donc c'est similaire, mais c'est pas exactement identique. Donc je disais, poumon humain avec, la partie respiratoire, la partie artérielle, veineuse. Poumon de cochon, poumon de cheval, à peu près la même chose dans tous les cas et on va pas trouver exactement les mêmes valeurs, mais nous, on va s'intéresser uniquement aux poumons humains. Donc là, je vous montre 2 nouvelles images. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner de quel animal il s'agit, l'image de gauche et l'image de droite? Je sais pas. En Pas fait, d'idée? l'image de droite, on dirait plus un chou-fleur. Ouais, Bah, pareil. Ouais, exactement. on dirait Les un choux chou-fleur. romanesco même. Exactement, c'était pour vous montrer justement que le poumon, en fait, c'est plutôt similaire dans cette structure d'arbre à plein d'autres trucs qu'on connaît bien et qui ont cette structure de fractal. Les choux de romanesco, les choux-fleurs, toutes ces bestioles-là, on va dire, ont aussi une structure de fractal. Et à gauche, c'était simplement un chien. Enfin, un poumon de chien, plus précisément. Donc pour revenir, à nos poumons, on a différentes générations qui vont se succéder, c'est-à-dire qu'on va avoir la bronche qui va se séparer en 2 et ainsi de suite. Il va y avoir différentes générations. Les 15 premières générations ont une certaine importance puisque ça va être vraiment la partie, heu, ventilation, c'est-à-dire la partie où il va y avoir beaucoup d'air qui va passer et ensuite il y aura la partie respiration, donc la partie où l'air va aller dans le sang directement. En tout, il va y avoir 23 générations. Si on va au bout de chacune des générations, on trouve ce qu'on appelle un acinus.
pardon, au bout des 15 premières générations, on a ce qu'on appelle les acinus. Les acinus, au bout de chacun d'eux, il y aura 30 000 bronchioles, ce qui fait quand même pas mal de... pardon, j'ai dit des bêtises. Au bout des 30 000 bronchioles, il y a un acinus, excusez-moi. Et donc, on peut compter que des alvéoles, il y en aura à peu près 10 000 par acinus, ce qui fait quand même un total de 10 000 fois 30 000, c'est-à-dire beaucoup. Maintenant, c'est à partir des alvéoles qu'il va y avoir les échanges gazeux. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu, hein. Dans une alvéole, il peut y avoir des échanges gazeux. En termes d'échelle, de taille, la paroi d'une alvéole, elle est très très fine. On est en train de parler de quelque chose de l'ordre des micromètres, hein. À l'intérieur, on est en train de parler de l'ordre plutôt du millimètre. Et on peut du coup calculer, grâce à ces valeurs, combien d'oxygène on a besoin. Donc là, on va commencer un petit peu à rentrer dans la partie un petit peu plus mathématique et on va tenter de dimensionner le poumon et de modéliser le poumon. Donc, la première chose que je vais calculer, ça va être simplement un flux qui va se calculer comme étant un débit, une constante de diffusion divisée par une épaisseur de membrane fois une constante fois une différence de pression. Donc on s'en fout pour l'instant des valeurs, hein. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les formules. La seule chose qui est intéressante comme ça à noter, c'est qu'en calculant cette valeur-là, qui va valoir 4×10-8 mol par centimètre carré par seconde. Si on calcule le VO2 max, qu'on a tous déjà calculé, vous vous rappelez quand on était en EPS au collège, généralement, on nous disait que le VO2 max, il valait à peu près 40 pour une personne normale, en millilitres par minute, par kilogramme. On est capable de remonter du coup à la surface dont on a besoin dans nos poumons pour réussir à échanger assez d'air. Et donc ce qu'on est capable d'en déduire si on fait ça, c'est que ce VO2 max, simplement en jouant sur les unités, hein, c'est-à-dire en remultipliant par une masse, en remultipliant par du temps, en enlevant les millilitres pour refaire apparaître des mètres, on se rend compte du coup qu'on arrive à 60 mètres carrés de surface nécessaire dans nos poumons pour être capable de respirer. Ça veut dire qu'un humain normal, logiquement, mathématiquement tout du moins, on calcule 60 mètres carrés nécessaires pour réussir à respirer. Ça, c'est ce qu'on calcule si on devait étaler le poumon. Je vais changer la diapositive. Maintenant, il n'y a plus un calcul, hein. Maintenant, il y a un petit texte qui s'affiche. En réalité, tout ça, c'est en trichant un petit peu, puisque là, je vous ai fait un calcul assez naïf. En réalité, il faudrait prendre plein d'autres choses en compte, notamment la résistance de la membrane alvéolaire des poumons. Et si on prend cette résistance en compte, le calcul augmente un petit peu et on se rendrait compte que dans les poumons, on a besoin de 100 mètres carrés. Il faut 100 mètres carrés de surface pour un être humain adulte normal, moyen, pour réussir à respirer. 100 mètres carrés, pour ordre de grandeur, ça peut près un terrain de tennis. Voilà à peu près pour les ordres de grandeur, on va dire, et toute la partie introductive sur tout ça. Maintenant, je vais juste vous rappeler, vous donner une petite formule qui peut être utile parce qu'on va s'en servir plusieurs fois et c'est la seule formule qu'il faudra retenir en quelque sorte. C'est que quoi qu'on calcule, quand on a un débit à voir, un débit, c'est une vitesse multipliée par une surface. On peut imaginer ça tout bêtement en se disant qu'il y a un fluide, par exemple de l'eau qui coule dans une gouttière, qui est en train d'avancer. Le débit, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes par seconde, par exemple, ça va être simplement lié à la vitesse du fluide. Donc plus le fluide va vite, plus le débit va augmenter. Et aussi selon la section, c'est-à-dire le diamètre de la gouttière tout simplement. C'est pour ça que le débit, c'est la vitesse fois section. Donc la question qu'on se pose ici, et donc il y a tout le calcul qui est détaillé, mais c'est pas très important, c'est comment stocker 100 mètres carrés dans 10 litres. 10 litres, ça veut dire qu'on va prendre un petit cube, et ce cube, on va prendre un cube qui fait 10 litres de volume, et on va regarder la surface de ce cube. Un cube qui fait 10 litres de volume, ça veut dire qu'il a un carré de 20 cm, hein, de 5. Et non, bref, c'est un cube. Et si on calcule la surface, donc simplement 6 fois la surface de chaque côté, on se rend compte qu'il fait seulement 0,24 mètres carrés, alors que nous, on voulait 100 mètres carrés. Donc pour mettre 100 mètres carrés dans 10 litres, en fait, on va avoir besoin de réduire beaucoup, d'aplatir beaucoup. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une géométrie beaucoup plus concentrée sur elle-même, c'est-à-dire une géométrie en fractal. Maintenant, une fois qu'on sait qu'on va avoir besoin comme ça de concentrer toute notre surface dans un volume qui est assez petit. Donc pourquoi j'ai pris des litres? Parce que c'est globalement le volume des poumons.
on sait qu'il va falloir une paroi qui est très petite, qui va être de l'ordre des quelques micromètres. Maintenant, on peut aussi s'interroger sur à quelle vitesse on peut faire entrer notre fluide. Notre fluide, en l'occurrence, là, c'est l'air. Comme je disais, ce qui va compter pour un fluide en règle générale, pour caractériser son déplacement, c'est le débit. Donc il va falloir s'intéresser certes à la vitesse, mais aussi à la section, puisque le débit va être constant, il va être égal à la vitesse fois la section. La vitesse de l'air, c'est simplement en combien de temps vous voulez que finalement l'air passe de votre bouche à tout en bas de vos poumons. Si on se dit qu'on veut respirer à peu près rapidement, on peut se dire qu'il faut qu'on ait de l'air qui se balade à peu près à 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, jusque-là, c'est pas non plus trop délirant. De même, la section, vous la connaissez, elle fait à peu près 3 cm², parce que la section, il suffit de regarder le diamètre de votre trajet. Globalement, ça fait 1 cm de rayon, donc 2 cm de diamètre, ce qui veut dire que ça va faire pi cm², à peu de choses près, si on regarde la surface, donc 3 cm², on va dire. Ce qui veut dire qu'on va passer d'une section de 3 cm² à, comme je disais tout à l'heure, 100 m². Ça veut dire que on va énormément augmenter la surface que va devoir occuper l'air. Attention, hein, le volume, pour l'instant, ne bouge pas, hein. On va devoir beaucoup augmenter la surface. Autrement dit, ce qu'on pourrait dire, c'est imaginer que vous ayez une gouttière ou un tuyau d'arrosage, n'importe quoi, et vous faites passer de l'eau. Et ce que vous faites, c'est que d'un coup, vous augmentez la section. En gros, d'un coup, vous augmentez la taille de la gouttière. Qu'est-ce qui va se passer pour la vitesse? La vitesse, vous vous en doutez, elle va diminuer. Je pense qu'un exemple que vous connaissez, c'est quand vous prenez le tuyau d'arrosage et que vous appuyez au bout du tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui se passe? Ou avec un robinet, hein, ça marche aussi, hein. L'eau va plus loin, il y a une Ouais, vitesse qui est plus importante. exactement. En fait, comme le débit est constant, donc D est égal à la vitesse fois la surface, si vous réduisez la surface, vous augmentez la vitesse. Et bien là, c'est exactement l'inverse qui se produit. On va énormément augmenter la section. Précisément, on va augmenter la section d'un facteur à peu près 10 puissance 6. C'est ce que j'ai écrit là. On passe de 3 cm² à 100 m². Donc on va augmenter la section d'à peu près un facteur 10 puissance 6 sur 3. Ce qui veut dire que la vitesse, elle, va être diminuée d'un facteur strictement le même, mais dans l'autre sens. Autrement dit, la vitesse qui était de 1 mètre par seconde à l'entrée, donc quand vous inspirez comme ça à peu près 1 mètre par seconde votre air, en pratique, il devrait arriver à seulement 3 micromètres par seconde tout en bas. Ce qui fait que si jamais on calcule le temps qu'il va falloir, ça va être monstrueux. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir parfaitement créer notre système pour que la résistance de l'air soit minimale, pour que la vitesse de l'air soit maximale, pour que la section des poumons fasse en sorte que ça tienne dans notre corps. Parce que si c'est trop gros, ça ne rentrera pas, tout simplement. Donc pour voir ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on a les poumons divisés en deux gros morceaux, hein. Les 15 premières générations, elles font de la conduction. Les générations suivantes, donc de 16 jusqu'à 23, donc les 8 suivantes, vont faire de ce qu'on appelle la respiration, donc la partie plus cellulaire. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, on a vu l'épaisseur des parois, on a vu la vitesse à peu près dont on avait besoin. Maintenant, ce qu'on a envie de voir, c'est si c'est possible et qu'est-ce que ça nous apprend d'un point de vue géométrie sur nos poumons. Donc, la partie mécanique des fluides, on ne va pas s'en occuper. On va juste considérer que c'est possible. Et on va passer maintenant à la partie un petit peu plus mathématique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un système efficace, on a dit, pour nos poumons. Donc un système qui est efficace, c'est un système avec de l'air qui passe, avec un temps caractéristique qui n'est pas trop long. Donc pas trop long, ça veut dire à peu près de l'ordre de la seconde jusqu'à 3 secondes. Peu de choses près. On veut qu'il n'y ait pas trop d'efforts à fournir pour faire fonctionner notre poumon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable, avec nos muscles, de le faire fonctionner. D'ailleurs, vous noterez que la position de repos de votre poumon, c'est une position inspirée, à peu près. C'est pas une position expirée. C'est une position moyenne où vous avez quand même de l'air dans les poumons. On peut même parler en quelque sorte d'un volume mort dans les poumons, parce que lorsque vous expirez votre air, vous fournissez un effort et vous n'arrivez pas à tout expulser, même toujours en rester. Et enfin, on veut que ça ne soit pas trop difficile aussi pour le fabriquer, notre poumon. On ne va pas s'occuper de tout ça, hein, je pense que vous en doutez, hein, on va s'occuper uniquement des deux facteurs qui sont plus physiques. Juste quand même pour la petite blague, on a dit qu'il y avait de l'air qui passe à l'intérieur. C'est-à-dire que potentiellement nos poumons doivent être creux, enfin plutôt nos bronches, les tuyaux qui les composent doivent être creux, ça vous en doutez, c'est le cas.
Ça veut dire que topologiquement, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de topologie, ou même pour ceux qui ont un petit peu d'imagination, c'est un peu ce qu'on fait avec un cercle, hein. C'est si vous tracez un trait sur une feuille et que vous refermez ce trait, en gros que vous repassez par ce trait, vous avez créé une surface qui est fermée, quelque part. Je disais, topologiquement, nos poumons, finalement, c'est l'extérieur de notre corps, puisque nos poumons sont creux et donc communiquent directement avec l'extérieur, tout comme si on avait pris un stylo sur une feuille et qu'on s'était amusé à faire une forme quelconque, et qu'on ne repassait pas sur notre propre trait. Lorsqu'on va refermer notre forme, on peut donc distinguer un intérieur et un extérieur. Comme nos poumons sont creusés dans nous, en quelque sorte, ils font partie de l'extérieur plus que de l'intérieur. C'était juste le petit truc rigolo, en quelque sorte. Maintenant, ce qui va nous intéresser plus mathématiquement et physiquement sont les 3 critères que j'ai mis en rouge. Donc, il y a le temps, le volume et la résistance, qui sont 3 critères qu'on va pouvoir mesurer et qui vont nous amener à faire des maths un petit peu rigolotes. Donc, normalement, comme ce soir, on va avoir quelqu'un qui allait parler un petit peu mécanique des fluides, mais ça ne sera pas le cas. Du coup, je vais le faire moi et j'aurai pas de diapo en support, mais c'est pas spécialement grave. Je pense que vous connaissez tous la loi des nœuds. La loi des nœuds que vous avez dû voir en physique, qui vous dit que lorsqu'il y a du courant qui passe dans un fil, si jamais ce fil se divise en deux, alors le courant va partir une partie dans un des fils et une partie dans l'autre partie des fils. Ce qui veut dire que si dans le premier fil, on a par exemple une intensité I0 et que ça se coupe dans 2 courants qui vont être I1 et I2, alors on peut naturellement écrire que I0 va être égal à I1 plus I2. En gros, le courant va se répartir. Et ça, si on pousse cette analogie de façon même très simple, même presque plus simple qu'avec le courant, on peut se dire que c'est vrai aussi avec de l'eau, donc avec des fluides. Si par exemple vous prenez une gouttière et que cette gouttière, il y a de l'eau qui passe dedans et que cette gouttière se divise en deux, ben vous comprenez bien que l'eau qui passe dans le premier tuyau, il y a une partie qui va aller dans la partie gauche, une partie qui va aller dans la partie droite. Ce qui veut dire qu'on sera capable de trouver aussi une loi des nœuds. D'accord? Et cette loi des nœuds, elle ne va pas s'exprimer en intensité, elle va s'exprimer en flux. Et on va voir juste après ce que c'est. Et du coup, vu qu'on est capable de pousser ce genre d'analogie, quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire que l'intensité, globalement, c'est donc un flux, et que la résistance électrique, que vous connaissez notamment avec la loi d'Ohm, U égale RI, eh ben, elle existe aussi en hydromécanique, en règle générale en mécanique des fluides, et cette résistance, elle se décrit dans un écoulement, et cette résistance, si on la multiplie par l'intensité au carré, exactement comme une puissance électrique, P égale UI, or U égale RI, donc P égale RI carré, eh ben on peut avoir exactement pareil, une puissance, mais au sens hydromécanique, ou au sens mécanique des fluides. Voilà, donc ça c'était la petite partie mécanique des fluides qu'on devait faire. Normalement, ce n'était pas spécialement moi qui devais la présenter, donc j'ai fait un petit peu court. Ce qui compte là-dedans, c'est que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait des tuyaux, et que ces tuyaux, on voulait minimiser finalement, enfin on voulait créer un système efficace, et un système efficace, physiquement, c'est un système où on minimise l'énergie. Minimiser l'énergie, ça veut dire ça va nous coûter peu d'énergie à faire fonctionner. À faire fonctionner, ça veut dire à faire passer de l'air dedans. Donc on a un tuyau, il y a de l'air qui passe dedans. L'air, c'est un volume, c'est-à-dire qu'on a un débit qui est fixé, nous. Donc débit fixé, je vous rappelle qu'il y a une vitesse et une surface qui rentrent en ligne de compte. Une façon de faire passer 10 litres d'eau, par exemple, en une seule seconde, c'est d'avoir un tuyau qui est très gros. Donc on se doute qu'il y a une dépense d'énergie qui va être liée au volume. Une autre façon de le faire, c'est de pousser très fort. Donc il va y avoir quelque chose qui va être lié au flux et à la résistance. Comme je le disais, on peut voir la marque ici de du fameux effet Joule, ou encore d'une puissance résistive avec le RI carré, ici un R phi carré qui apparaît. Et si on détaille cette formule un tout petit peu, donc alpha et bêta, on s'en fout, c'est juste des constantes, hein. Le volume, comme vous le savez, c'est jamais rien que le diamètre fois la longueur pour un cylindre. De même, la résistance, si jamais on devait la calculer dans le cas de l'écoulement typique, comme ça, ce serait proportionnel à la longueur divisée par le diamètre à la puissance 4. Je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qu'on appelle un écoulement de Poiseuil. Normalement, c'était l'invité qui était censé le présenter, mais je ne vais pas présenter l'écoulement de Poiseuil parce que ce serait très très long. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est le minimiser. Pour minimiser quelque chose, comme beaucoup d'entre vous devez le savoir, une façon très simple de le faire, c'est de chercher un minimum. Chercher un minimum, c'est voir quand est-ce que la dérivée s'annule. Et donc, si on s'intéresse
comme ça à la dérivée de notre valeur, on va simplement dériver par rapport à D. Donc dériver par rapport à D, c'est pas très dur, hein, puisqu'on a un alpha D carré qui va devenir un 2 alpha LD, et un bêta L sur D4 phi carré qui va devenir un moins 4 bêta L sur D5 phi carré, si on dérive par rapport à D. Une fois qu'on a dérivé par rapport à D, on peut s'amuser à isoler le flux, comme je vous disais, puisque ce qui nous intéressait dans la loi d'Ohm, c'est le flux. Si on isole le flux comme ça, il va être proportionnel, la constante on s'en fout totalement, au diamètre cube. Et c'est là qu'on va simplement obtenir qu'à une bifurcation, on a la fameuse loi des nœuds qui est respectée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la loi des nœuds, ici, elle va nous donner que le diamètre 0 au cube va être égal au diamètre 1 au cube plus au diamètre 2 au cube. Ce qui veut dire que là, on a une analogie avec l'électricité, par exemple, sauf que ça va pas être que l'intensité est égale à la somme des deux intensités, mais ça va être que le cube des diamètres va être égal à la somme des cubes des diamètres. Certains pourront y voir aussi un théorème de Pythagore un petit peu mal foutu, mais globalement, c'est juste une loi qui s'appelle une loi des nœuds, qui est un tout petit peu différente. Et ça va beaucoup nous intéresser. Ça va beaucoup nous intéresser, puisque je vous rappelle que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait un tuyau, et ce tuyau allait se diviser en deux tuyaux. Ces deux tuyaux, on peut considérer qu'ils sont de même diamètre. C'est-à-dire que dans notre cas, si on a un premier tuyau D0 qui se divise en un tuyau D1 et en un tuyau D2, on peut dire qu'on a D1 qui est égal à D2. De même, ce qu'on a dit, c'est que chaque tuyau allait être de plus en plus petit et qu'on allait multiplier le diamètre par quelque chose de connu. C'est-à-dire que si on devait faire une suite, on pourrait dire que dn plus 1 est égal à h fois dn, c'est-à-dire une suite géométrique, avec h qui serait simplement la raison. H parce que c'est un rapport d'homodécie, donc c'est pour ça que je l'ai appelé h ici. Et maintenant, on peut se dire que si on a ça, on est capable de calculer h. Comment on peut calculer h? Mais une façon toute simple, c'est ce que j'ai dit, c'est que d1 était égal à d2, donc le fameux d0 au cube va être égal à 2d1 au cube, et on est parfaitement capable de transformer d1, grâce à ce qu'on a dit là-haut comme ça, en h d0. Et donc on est capable de simplifier les d0 au cube et se retrouver avec h qui va être égal seulement à 2 puissance moins 1 tiers. Donc là, j'ai simplement isolé h. Hein. Si on isole h ici, on trouve 2 puissance moins 1 tiers. Donc, le petit calcul, hein, c'est que du coup, si on récapitule, h va valoir environ 0,79. Donc là, en faisant de la physique, finalement, on vient de démontrer physiquement que dans notre cas, il faudrait qu'on ait un rapport d'homothétie de 0,79. C'est-à-dire que si vous prenez votre branche, elle va se diviser, enfin votre trachée, elle va se diviser en deux tuyaux. Et il faut que chaque tuyau ait un diamètre qui soit 0,79 fois celui d'avant. Et on peut faire ça comme ça d'étage en étage, ce qui veut dire qu'on est capable, grâce à cette formule, de calculer le diamètre au niveau de vos branches n'importe où. Quelle que soit la génération, on peut le calculer. Maintenant qu'on a fait comme ça un petit peu de physique, on peut aussi s'intéresser à la partie plus mathématique. Donc pour ça, comme je disais, il y a trois trucs à regarder. Il y a le temps, la résistance et volume. La résistance, ça va être lié au fait qu'on n'a pas envie que ça pousse trop fort pour faire passer de l'air. On a envie de pouvoir respirer sans galérer. Le volume, c'est simplement que, comme je le disais, s'il y a plus de volume et plus de matière, donc, ça joue dans l'énergie. Et enfin le temps, parce qu'on n'a pas envie que respirer, ça nous prenne 5 minutes pour faire à chaque fois une seule inspiration. Je vous rappelle qu'en moyenne, on fait à peu près 12 inspirations par minute. Donc c'est quand même utile de se dire que ça prend quelques secondes. Donc si on était sur, si on continue notre modèle, voilà les formules qu'on aurait, qui ne sont pas du tout importantes. Ce qui est important là-dedans, par contre, c'est de regarder que la résistance, finalement, il va y avoir un tuyau qui va résister, puis ensuite il va y avoir deux tuyaux qui vont résister, et ainsi de suite. Et le fait comme ça d'avoir différents tuyaux qui vont résister les uns à la suite des autres, tout à l'heure on parlait de résistance dans un circuit électrique, finalement on peut très bien imaginer qu'on a un tuyau, enfin un fil avec une résistance, puis ensuite d'autres résistances, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on peut, en faisant cette analogie, parfaitement calculer la résistance hydraulique de notre système en imaginant que c'est des résistances électriques. Et donc comme elles sont toutes à la suite des autres, il suffit de les sommer. On a une simple loi de somme des résistances. Donc si on fait ça pour nos trois grandeurs, donc je disais donc le volume, la résistance et le temps. Donc le volume, voilà, on a une formule, on s'en fout, hein, ça nous donne une série. Pour ceux qui ont déjà vu un petit peu comment ça fonctionne, ce genre de série, ce qui est intéressant, c'est de voir quand est-ce que ces séries convergent. Ces séries vont converger selon le facteur multiplicatif dans la somme. Ce qui va être important là-dedans, ça va être de regarder sa position par rapport à 1,
tout simplement. Et donc, on va être capable de dire, à partir de telle valeur, ça diverge. Si on le fait ici, on se rend compte que le H qui est mathématiquement critique, si on trace V, alors sachant que grand N égale 23, hein, puisque je vous rappelle que N, c'est le nombre d'étages, ou on peut même dire que grand N égale 15 si on regarde que la partie supérieure des poumons, on obtient ce genre de courbe. Ce genre de courbe qui va nous dire que HC, donc le H critique, doit être à peu près compris ici entre 0,5 et 1 quelque part. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que si on choisit un H dans nos poumons qui est inférieur à HC, alors on va avoir un volume plus bas. Et nous, ça nous avantage parfaitement d'avoir un volume bas puisque ça prend moins de place. Par contre, si on commence à dépasser HC, on va avoir besoin d'un volume extrêmement élevé. D'accord? Donc, en gros, là, ce que ça nous donne, c'est le volume en fonction du HC qu'on choisit. Ce calcul-là, on peut le réitérer avec la résistance des voies aériennes, donc la résistance de nos bronches, et on peut aussi le réitérer avec le temps de transit dans nos bronches. Donc on peut calculer un temps et une résistance, et on se rend compte qu'à chaque fois, on tombe sur une valeur de H critique. Ce qui est marrant, en quelque sorte, c'est que comme toutes ces grandeurs s'écrivent selon la même loi, à peu de choses près, eh ben, on tombe toujours sur la même valeur de H critique. Plus précisément, on a le temps de transit et le volume qui nous disent qu'on a tout intérêt à prendre un petit h. À l'inverse, on a la résistance qui nous dit qu'on doit prendre un grand H. Donc finalement, on va être obligé de ne pas trop s'éloigner de cette valeur H critique, hein, puisque si on est trop au-dessus, il y en a un qui va être totalement énorme, si on est trop en dessous, c'est l'autre qui va être totalement énorme. Donc sur nos 3 critères, si on veut optimiser le tout, il faut prendre quelque chose qui se centre à peu près à ça. Donc plus précisément, hein, si on récapitule tout ça beaucoup plus facilement, on peut dire que si on se déplace avec des H plus faibles, ici, on va avoir une valeur avec une résistance qui va être trop élevée, c'est-à-dire que nos poumons vont trop résister qu'on ne pourra plus résister, alors que si on prend un H un petit peu trop élevé, on va avoir trop de volume et ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est là que c'est magique, c'est que les mathématiques nous disent exactement la même chose pour H. Donc j'ai repris la formule physique de tout à l'heure. En l'occurrence, ici, si on calcule le H critique, c'est-à-dire le H qui assure une convergence pour nos séries, on se rend compte qu'on a exactement la même valeur qu'en physique. Et c'est rare hein, que les mathématiques et la physique soient d'accord. Généralement, les maths donnent un truc très joli et la physique donne un truc beaucoup plus réaliste, mais très faux. Et très moche, pardon. Donc là, on a un H critique qui va valoir exactement la même valeur. Et là, maintenant, on peut se demander, c'est bien, on a calculé plein de trucs, on a fait plein de modèles, qu'est-ce qui se passe pour le poumon humain? Eh bien, si on regarde avec le poumon humain, donc nous, on a calculé 0,79. Pour le poumon humain, si on calcule ce H, c'est-à-dire le rapport de réduction entre une génération de bronches et la suivante, on tombe sur 0,85. Donc, pas très loin. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop planté. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme ça d'être un petit peu plus à droite, comme ça qu'à gauche? Ça veut dire qu'en réalité, notre corps a préféré avoir un volume supérieur. Ça veut dire qu'on n'est pas un système optimal. Notre système n'est pas parfaitement optimal. Pas parfaitement optimal au sens où on pourrait avoir des poumons plus petits. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait besoin de 100 mètres carrés de surface pour pouvoir vraiment respirer. En pratique, on a environ 140 mètres carrés de surface dans nos poumons, c'est-à-dire beaucoup plus vite fait, on va dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le 0,85 que je vous donne ici, en fait, c'est une valeur moyenne. Ça veut dire qu'on va regarder des milliers de personnes et on va se demander combien vous avez en H. On va leur demander, c'est pas eux qui vont pouvoir nous répondre, mais on va leur demander et on va mesurer la valeur de leur rapport entre 2 diamètres de bronches. En pratique, on se rend compte que tout le monde n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir peut-être 0,86, d'autres vont avoir 0,84. Il y a une certaine variabilité qui va apparaître entre les gens. Et c'est là que c'est tout intéressant d'un point de vue sélectif. Parce que, comme on le disait, le diamètre au cube est proportionnel au flux. Et en fait, ce qu'on en conclut en disant ça, c'est que si jamais on est tout pile à l'optimal et qu'on se décale un tout petit peu, imaginons qu'on est par exemple à 0,79 en règle générale, et que pour une raison quelconque, hein, variabilité entre deux personnes, on passe à 0,78. Et ben ça va causer un très faible dommage au volume. Le volume va un tout petit peu diminuer. Par contre, la résistance, elle, va énormément augmenter, puisque la résistance est cubique par rapport à tout ça. Je rappelle que la résistance, c'était la formule qu'on avait hein, sur la partie du diamètre, alors que le volume, c'est simplement diamètre carré. Donc, ce qu'on
Donc lui, en fait, c'est que notre système n'est pas optimal, mais il est robuste. C'est-à-dire qu'on a un système qui autorise à ce qu'il y ait des légères variations entre les personnes. Puisque si on a des légères variations entre les personnes, au pire, le volume va un petit peu diminuer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 140 mètres carrés dans vos poumons, vous aurez par exemple 130 mètres carrés, mais c'est pas grave, puisque vous pouvez être jusqu'à 100. Donc on s'en fout que ça descende de ce côté-là. Si ça augmente, c'est pas grave non plus. Mais surtout, dans les deux cas, que ça augmente ou que ça descende, on est sur une zone où la résistance, elle, ne varie pas. Et là, vous dites, bah oui, ça c'est mignon, mais tu me le sors d'où? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être au milieu comme ça? Bah, tout simplement, c'est ce qu'on observe chez différents types de personnes, principalement chez les asthmatiques et les grands sportifs. Si on regarde chez les grands sportifs, eh ben, ils ont une capacité pulmonaire qui est bien plus optimale que le commun des mortels, on va dire. C'est-à-dire que généralement, un sportif va avoir une valeur de H, c'est-à-dire de réduction entre les tailles des bronches, je vous le rappelle, inférieure à 0,85, qui va plutôt descendre 0,82, 0,8, etc. Ça veut dire que leur système va être beaucoup plus optimal d'un point de vue respiratoire, mais ne sera pas aussi robuste. C'est-à-dire que le moindre petit problème, alors ils pourront avoir un problème de résistance des bronches. Et une résistance des bronches, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est de l'asthme. Et c'est pour ça que pas mal d'ailleurs de sportifs sont asthmatiques, soit dit en passant. Finalement, ce qu'on en conclut, c'est que quand quelqu'un est asthmatique, son H va diminuer, par exemple. Idem pour un sportif, ça va diminuer, rendant le système plus performant. Mais ça veut dire que la moindre petite variation, le moindre petit écart fait que tout le système va bugger et que la personne ne pourra plus respirer correctement. Ce qui nous permet à peu près de conclure là-dessus. Donc le poumon, il a une marge de sécurité. On peut tous avoir des petites différences, mais ces différences, grâce à cette robustesse, n'est pas grave. Et ensuite, eh ben, normalement, on est censé s'en sortir très très bien pour respirer. Et plus on se rapproche de l'optimum, plus c'est dangereux. Voilà. Donc là, on est parti à peu près sur tout ça, ce qui nous permet d'aller sur un petit bonus, hein, puisqu'on a parlé de fractal dans tout ça. Et on a un petit peu perdu l'aspect fractal dans tout ça, puisque je vous ai parlé des fractales au début. Je vous ai montré que le poumon avait une structure de fractal. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu plus rigolo, on va dire, sur les fractales? Donc j'ai pas fait le calcul en entier, hein, du coup, si quelqu'un veut s'amuser à le faire, sur le calcul tout à l'heure. Donc si on regarde ce qui se passe avec des objets quelconques, vous pouvez vous en rendre compte tout bêtement en prenant par exemple un petit segment. Si vous prenez un petit segment et que vous le pesez, donc, par exemple, prenez une ficelle et cette ficelle, disons qu'elle fait 10 grammes, d'accord? Et on va faire par exemple 10 centimètres. Si jamais cette ficelle, vous la doublez, et c'est-à-dire que cette ficelle devient maintenant une ficelle de 20 centimètres au lieu de 10 centimètres, alors elle fera aussi 20 grammes. C'est-à-dire que son poids va doubler, enfin sa masse va doubler. On peut dire en gros que quand on va doubler la longueur, alors la masse va doubler. Maintenant, si vous prenez une surface, donc on a considéré qu'un trait était en dimension 1, hein, globalement. Maintenant, si vous prenez une surface, par exemple une feuille de papier, ou un morceau de carton, ou une plaque de verre, par exemple. Si cette plaque de verre, elle fait 10 cm par 10 cm, et que vous voulez la doubler. La doubler, ça veut dire doubler chacune de ces dimensions. C'est le cas qu'on a ici, la deuxième ligne, hein. Il va falloir faire un pavage de 4 planches de verre. Ce qui veut dire que si maintenant vous vous mettez à les peser, alors que vous avez doublé les dimensions, la masse, elle, aura été multipliée par 4. De même, maintenant, si vous prenez un dé, par exemple, un dé qui fait par exemple 1 cm par 1 cm par 1 cm, si jamais vous voulez doubler chacune de ces dimensions, vous aurez besoin de beaucoup plus de dés. Vous aurez besoin cette fois-ci de 8 dés. D'accord? Ces 8 dés, ça veut dire que on va avoir une masse qui va être multipliée par 8. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Ça veut dire qu'on a le 1 qui devient 1, on a le 1 on a le 1 qui devient 1 comme ça. On a l'objet en 2 dimensions, on a doublé et on a multiplié par 2 le poids, et on a l'objet en 3 dimensions, on a multiplié par 8 le poids. Globalement, ce que vous remarquez, hein, c'est que 1, 2, par exemple, je me suis emmêlé, excusez-moi, que 2, 4 et 8, donc doubler le poids simplement pour la ficelle, multiplier par 4 pour une surface comme une plaque de verre et multiplier par 8 pour un dé, c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3. C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder un objet, le peser en quelque sorte, ça nous permet de deviner sa dimension.
une façon toute bête comme ça de s'en convaincre, c'est de prendre un dé, comme je disais, de doubler toutes ses dimensions et de regarder le nouveau poids. Et on va regarder le facteur qui va exister. Ça va être 2 puissance quelque chose. Bah, le quelque chose, c'est la dimension. Et c'est comme ça qu'on peut déduire la dimension d'un objet d'un point de vue fractal. C'est une des définitions de la dimension. Petite question bête, si vous prenez par exemple une feuille de papier, vous allez me dire qu'elle est en dimension 2. Si vous prenez une sphère, enfin une boule, vous allez dire qu'elle est en dimension 3. Maintenant, si vous prenez une feuille de papier et que vous la froissez sur elle-même pour former une boule, d'après vous, elle est en dimension 2 ou elle est en dimension 3? Moi, j'aurais dit 3. Moi, j'aurais dit toujours 2. Ouais, moi aussi 2. Et ben en fait, si tu la froisses vraiment, cette boule, et que tu cherches du coup à doubler son diamètre, c'est-à-dire que tu prends une feuille, tu fais une boule qui fait par exemple à peu près 2 cm de diamètre. Maintenant, tu fais une boule qui fait 4 cm de diamètre. Tu vas donc doubler son diamètre. Maintenant, on va regarder si la masse, c'est pris facteur 2 puissance quelque chose. Et on va regarder si ce 2 puissance quelque chose, c'est 2 puissance 2 ou 2 puissance 3. Et ben en fait, on va se rendre compte que c'est ni 2 ni 3. Ça va être compris entre 2 et 3. C'est-à-dire que une boule de papier n'est pas de dimension entière. Elle va avoir une dimension qui va être décimale. Elle va avoir dans les 2,5, quelque chose comme ça. En réalité, ça ne se décrit plus par la simple géométrie comme on a l'habitude de le faire, puisque la dimension ne va plus obéir à cette notion qu'on a l'habitude de voir de géométrie, tout simplement parce qu'il y aura des interstices entre les morceaux de papier. Et ça, on peut l'appliquer sur d'autres choses, sur notamment les flacons de von Gosch, qui sont une des grandes fractales très connues, qui consiste à d'abord prendre un triangle. Chaque segment, on va se dire qu'on va le diviser en 3. On va retirer le segment du milieu, et ensuite on va rajouter 2 segments qui vont former un sommet comme ça d'un triangle. C'est-à-dire qu'on a d'abord un segment, on va diviser en 3 segments, et ces 3 segments vont devenir 4 segments. Ce qui veut dire que si on fait notre analogie par rapport à la masse tout à l'heure, on a 3 segments qui vont devenir 4 segments. 3 segments qui deviennent 4 segments, ça veut dire qu'on a 4 qui est égal à 3 puissance t. Tout à l'heure, on a multiplié par 2 toutes les dimensions. Là, c'est 4 qui est devenu, c'est 3 qui est devenu 4. Donc 4 est égal à 3 puissance la dimension. Si on calcule la dimension du flacon de von Gosch de cette façon, on tombe sur une dimension qui est égale à 1,26. On peut donc dire que la dimension de ce flocon, c'est de la dimension 1,26. Mais ça, en réalité, ça va dépendre notamment de l'angle qu'on va mettre ici, pour nos segments. On pourrait voir ça comme ça. Pourquoi je dis qu'on pourrait voir ça comme ça? Puisque maintenant, imaginez qu'au lieu de mettre comme ça un angle d'à peu près une soixantaine de degrés, vous décidiez de mettre un angle à 90 degrés. C'est-à-dire que vous coupez votre segment non plus en 3 en quelque sorte, mais en 2, et vous remettez un segment vers le haut. Eh bien, vous vous rendez compte que vous allez faire un pavage beaucoup plus complet. C'est-à-dire que vous allez rajouter des traits de tous les côtés, un petit peu comme ce qu'on pourrait voir sur une antenne satellite, avec cette forme de râteau. On va rajouter des traits qui vont être au milieu de chaque trait. Vous faites un segment, au milieu du segment, vous mettez un autre segment, au milieu de ce nouveau segment qui apparaît, vous mettez des segments, ainsi de suite. En fait, vous partez de la dimension 1, puisque vous partez d'un trait, et plus vous rajoutez des traits, et plus vous avez l'impression de faire une surface, de colorier toute la surface. C'est aussi ce qui se passe avec cette fractale. On part de dimension 1 en quelque sorte avec un trait, et plus on avance dans la fractale, et plus on a l'impression de la transformer en dimension 2, de remplir une surface complètement. C'est pour ça qu'on a une dimension entre 1 et 2. Si on applique exactement pareil pour le poumon, on a au début une bronche qui va devenir 2 bronches. On va regarder les rapports de taille. Au début, donc, on en avait 2 d'un certain diamètre, on va fixer. Et celui d'avant, il a un diamètre 1 sur h par rapport aux 2 nouvelles qui sont apparues. Ce qui veut dire qu'on peut dire qu'on a 2 qui est égal à 1 sur h puissance t. Et c'est exactement comme ça qu'on calcule habituellement lorsqu'on a un rapport d'homothétie la dimension fractale d'un objet. Ce qui veut dire qu'on peut en déduire la dimension fractale du poumon. Et si on regarde la dimension fractale du poumon, ça va nous faire moins ln de 2 sur ln de h si on isole t là-dedans. Calcul que je n'ai pas fait, donc si vous voulez le faire, allez-y, ça peut être rigolo. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que ce sera très certainement compris entre 2 et 3, et que ça va tendre vers 3 selon le nombre de bronches qu'on va rajouter. C'est très logique, parce que plus on va avancer dans notre fractale, et plus on va tendre vers un espace qui est rempli, un volume qui est rempli. Ça veut dire qu'au début, on voit une surface en quelque sorte, et plus on avance, et plus on a un volume.